Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce jeudi. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Sharm el-Sheikh en Égypte. Il va prendre part au Forum Africa 2017 qui se tient du 7 au 9 décembre. Les réflexions portent sur l'intégration régionale et la création d'emplois sur le continent africain. 7 décembre 1993, 7 décembre 2017, il y a 24 ans, le père de la nation ivoirienne s'en allait. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, surnommé le sage, a tiré sa révérence. Mais 24 ans après son décès, la Côte d'Ivoire ne l'oublie pas. Le ministre de l'Agriculture était face aux députés pour parler de la filière café-cacao. À l'Assemblée nationale, le ministre Mamadou Koulibaly Sangafoua s'est prononcé notamment sur la fuite du cacao ivoirien vers les pays limitrophes et l'utilité du conseil café-cacao. Et de 5 pour le Portugais Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid, a reçu le 5e ballon d'or de sa carrière. Le Portugais rejoint ainsi au palmarès son grand rival Lionel Messi, qui a remporté la prestigieuse distinction à 5 reprises. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est arrivé ce jeudi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il répond à l'invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Il va participer au Forum Africa 2017 qui vise à promouvoir la coopération sud-sud. Les réflexions portent sur l'intégration régionale et la création d'emplois sur le continent africain. Jérôme Kofi Abolin est notre envoyé spécial. Le président de la République Alassane Ouattara à Sharm el-Sheikh. Il y est arrivé ce jeudi comme prévu aux environs de 18h30, heure locale, soit 16h30 GMT. Le président Ouattara, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement, vient prendre part dans cette cité balnéaire de l'Égypte au Forum Africa 2017. Pour le chef de l'État ivoirien, la présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre est à la hauteur de son positionnement confortable sur la scène internationale. Je voudrais saluer et remercier le président Al-Sisi qui nous a invités à ce forum Africa 2017 qui est important puisque l'Égypte veut essayer de développer davantage les relations entre l'Égypte et les autres pays africains, la coopération sud-sud. Et tout le monde connaît la prospérité et la croissance économique qui se développe maintenant en Côte d'Ivoire. Et par conséquent, c'est un pays important où des investisseurs sont appelés à s'investir, à venir. Et moi, je suis très heureux d'être là, de leur dire que la Côte d'Ivoire va bien, qu'il y a des opportunités d'investissement et que des Ivoiriens également peuvent venir en Égypte pour chercher des marchés. C'est un forum qui nous permettra de voir non seulement les autorités sur les questions économiques et politiques, mais également de rencontrer d'autres chefs d'État qui seront là et qui ont participé au sommet Union africaine, Union européenne, qui a été un énorme succès. Et par conséquent, nous aurons l'occasion d'échanger sur la suite à donner à ce grand sommet que nous avons eu l'honneur d'abriter. Africa 2017, la deuxième rencontre du genre se fixe pour objectif de se donner des moyens en vue de la promotion des activités commerciales ainsi que des investissements aussi bien en Afrique que dans le monde. Le rendez-vous de Sharm el-Sheikh constitue pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi une occasion de présenter à ses hôtes, pendant les 3 jours que vont durer les travaux, des projets d'envergure, notamment la construction de la nouvelle capitale à quelques 45 km du Caire. Voilà, et ajouter qu'après l'Égypte, le chef de l'État ivoirien se rendra en France pour une autre rencontre. Il s'agit d'un sommet pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan le 13 décembre prochain. Sur place ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé aujourd'hui les travaux de construction d'un complexe immobilier à la Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody. C'est un édifice de la CRAE UEMOA. On en sait plus avec Awa Touré. Le nouveau complexe immobilier de la caisse de retraite par répartition avec épargne de l'UEMOA, CRAE UEMOA, sera bâti sur un site de 1,6 hectare qui surplombe la voie express Abidjan-Bingerville. Un joyau architectural d'un coût de 15 milliards de francs CFA appelé à redynamiser le quartier Bonoumé
et constituer un repère en termes de pôle de croissance. Aujourd'hui, 7 décembre 2017, restera un jour mémorable pour nous, la CREA, car la cérémonie qui nous ressemble ce matin marque le début de la construction du second complexe immobilier de notre institution, après celui abritant le siège situé dans la commune du Plateau. En initiant ce projet, la CRAE UMOA contribue modestement à sa manière à la réussite des actions de développement du gouvernement ivoirien. Ce jeudi 7 décembre est aussi un jour particulier pour la Côte d'Ivoire tout entière, car c'est la date anniversaire du décès du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Le 7 décembre, c'est le 24e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Avec votre autorisation, je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever en sa mémoire. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est particulièrement honorée du choix porté sur Abidjan pour la réalisation de cet autre important investissement, après bien sûr celui du siège de la CRAE UMOA. Il s'agit là d'un jalon supplémentaire dans la consolidation des relations de notre pays avec les institutions sous-régionales et internationales, telles que bien sûr la CRAE UMOA, sous la haute égide donc de son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce projet immobilier s'inscrit parfaitement dans l'une des priorités du président de la République, à savoir le développement de grands travaux BTP et d'infrastructures pour la promotion du bien-être social de l'ensemble de la population. Le programme immobilier de la CRAE UMOA va comprendre un bâtiment administratif avec un centre de conférence de 300 places, 2 agences bancaires, 2 immeubles de 6 niveaux à usage d'habitation, de court et long séjour, un restaurant et un gymnase. Les travaux sont prévus pour s'achever dans 30 mois. Les journées chargées par le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a reçu ce jeudi à son cabinet les fondateurs des 2 startups ivoiriennes, lauréates de la 2e édition du prix Challenge Digital Africa 2017, prix initié notamment par l'Agence française de développement. Et ces 2 ivoiriennes font partie des 10 lauréats retenus parmi 770 startups africains et français en compétition. 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire se réveillait ce jour-là sans son président, Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, 7 décembre 2017, cela fait 24 ans que le premier président de la République de Côte d'Ivoire a tiré sa révérence. Le pays se souvient du père fondateur de la nation ivoirienne, surnommé le Sage, ou même Nana Boigny. RTI Boaké revisite pour vous ses œuvres, un héritage à préserver pour plusieurs générations. Nous en saurons davantage avec Kwadio Kwame Jean de Dieu. Même 24 ans après donc son décès, le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, reste toujours vivant dans les esprits. Un film d'animation de 90 minutes intitulé Dia Houphouët lui est destiné. Ce film retrace son enfance, sa vie, son parcours, et vous allez le voir, son changement de nom est même annoncé. Comment est-on passé de Dia Houphouët à Félix Houphouët-Boigny? Réponse dans ce film que nous présente notre reporter Sita Soro. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny. Né le 18 octobre 1905 à Ngokro, sous-préfecture de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny ou Dia Houphouët, recueilli par sa tante Yanso à sa naissance, Dia a reçu une éducation stricte et une enfance joyeuse avec ses sœurs aînées Adjoa et Fete, mais surtout grâce à son oncle Kwasi Ngo. L'histoire du petit Dia Houphouët, devenu plus tard Félix Houphouët-Boigny, c'est de cela qu'il est question dans ce film d'animation intitulé Dia Houphouët. Avant, c'était Dia Houphouët, et quand il s'est converti à la religion chrétienne, il a pris le nom Félix. Donc nous, puisqu'on parle de Félix Houphouët-Boigny en tant que Dia, c'est-à-dire sa vie avant qu'il ne devienne président, donc de sa vie dans le royaume baoulé, donc chez les Akwe, donc son enfance, ses premiers pas à l'école occidentale. Il est où, le jeune garçon que la reine cache ici? Ah tiens, nous avons un nouveau. Houphouët Dia.
Dia Oufouet, qui est un long métrage de 90 minutes, vise également à faire connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire et de son premier président à la jeune génération, celle qui ne l'a pas connu. Aujourd'hui, la jeunesse, de façon générale, n'a pas connu ce personnage-là, ce premier président. Et on ne veut pas forcément qu'on le voie seulement comme le président que tout le monde a connu. On essaie de parler aussi de son enfance, c'est quelque chose de très très important pour nous. Félix Houphouët-Boigny fut successivement chef traditionnel, médecin, planteur, dirigeant syndical, député en France, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Il a tenu un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique. Voilà, Félix Houphouët-Boigny décédé donc il y a 24 ans. On l'a surnommé le sage, l'apôtre de la paix, ou même Nana Boigny, président donc de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne l'oublie pas. Nous partons à présent pour l'Assemblée nationale où le ministre de l'Agriculture était face aux députés pour parler de la filière café-cacao. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoa s'est prononcé notamment sur la fuite du cacao ivoirien vers les pays limitrophes et l'utilité du conseil café-cacao. Michel Digri. Question orale avec débat sur la filière café-cacao. L'initiative est du groupe parlementaire Vox Populi et c'est le député Martin Bolo qui plante le décor de l'exercice. Le groupe parlementaire Vox Populi voudrait évoquer avec vous, monsieur le ministre, outre le problème de la rémunération des agriculteurs, ceux relatifs, 1. à la quantité non négligeable de notre production de cacao qui prend la direction de certains pays limitrophes, 2. au Conseil Café-Cacao. 2 heures pour convaincre le ministre de l'Agriculture se prononce sur les interrogations des députés. On leur a expliqué que la fuite du cacao vers les pays limitrophes est un phénomène qui est connu dans un sens comme dans l'autre. Et que si on fait le point, très souvent, il y a eu plusieurs années où le cacao du Ghana est plutôt venu vers la Côte d'Ivoire. Mais fort heureusement, nous avons maintenant une convergence, non seulement de vue entre les deux pays grâce aux 2 chefs d'État, mais aussi nous avons décidé d'aborder de commun accord le marché international pour mieux peser sur le prix international, ce qui va permettre d'éliminer cette disparité de prix entre les deux pays. S'agissant de l'importance du conseil café-cacao dans la filière, le ministre Sangafoa rassure. Ils ont bien noté que c'est grâce au conseil du café-cacao que nous avons enregistré les bons résultats des 4 dernières années et que c'est grâce justement à cette réforme qu'il y a un prix stable désormais qui est servi aux producteurs. Les députés sont également satisfaits des éclairages apportés sur d'autres sujets liés à la filière. Quand il a abordé la question des fonds de réserve, qui, selon la rumeur, cet argent n'avait pas été utilisé sciemment. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il a expliqué, c'est un fonds qui a été réactivé, mais qui ne pouvait pas vraiment suffire à tous les niveaux. Secondo, il y a une question où on parle de la surproduction, puisqu'on nous dit que la crise actuelle est due à un problème de surproduction. Et le ministre a été très clair, il a dit que c'est vrai qu'il y a la surproduction, il y a la production, mais il faut peut-être chercher des solutions ailleurs. Plutôt que de peut-être d'arrêter la production, il faut plutôt faire la promotion de la consommation dans les pays émergents et cela va pouvoir donc impacter la demande. Et comme nous sommes sur un marché fondamental lié par l'offre et la demande, si la demande augmente, c'est clair que les prix vont augmenter et les producteurs vont pouvoir donc jouir du fruit de leur labeur. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Koné-Nabagné, a procédé ce jeudi à l'ouverture de la 8e édition du Forum postal africain. Thème de cette édition, la banque postale, une stratégie en marche. L'objectif est de développer les politiques innovantes afin de faciliter l'accès des populations aux services financiers de base. L'enseigne Bakayoko. Dans la plupart des pays africains, la relation bancaire peut se jouer désormais dans les bureaux de poste. La banque postale, c'est la réponse trouvée pour faire face à la forte concurrence du numérique. Les projections montrent que la banque postale, bien administrée, peut être un levier important en vue d'accroître le niveau de bancarisation. Les postes africaines peuvent jouer un rôle dans cette ambition d'inclusion financière, car dans de nombreux pays, le réseau postal reste de loin le plus impactant par sa capillarité, je l'indiquais tout à l'heure,
par sa proximité avec les populations de toutes les conditions, qui a fini par créer une relation de confiance. Aujourd'hui, à 10%, le taux d'ouverture de compte bancaire pourrait ainsi être multiplié par 5 dans les prochaines années. La banque postale constitue une réelle alternative au service de l'inclusion financière de nos populations et au service du développement économique et social de nos pays. Néanmoins, une meilleure implication des pouvoirs publics est plus que nécessaire pour garantir le retour en force de la Poste et assurer sa viabilité. Le développement des services postaux financiers s'impose aujourd'hui comme une source incontournable pour la création des valeurs des postes africaines. Selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, la Côte d'Ivoire est déjà prête pour recevoir le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU, prévu en 2020. La ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a organisé hier mercredi une rencontre à l'intention des opérateurs audiovisuels et professionnels de l'audiovisuel des nouvelles chaînes de télévision privées commerciales. Objectif, identifier les défis et permettre surtout à leurs représentants de présenter leur modèle de développement et les stratégies en vue de s'insérer dans le nouvel environnement médiatique. Explication détaillée avec Issa Chonayeo. Depuis décembre 2016, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a ouvert l'espace télévisuel à d'autres opérateurs audiovisuels et professionnels de l'audiovisuel. Un an après, elle organise une rencontre avec ces opérateurs afin de leur permettre de présenter leur modèle économique. La satisfaction de l'ACA, qui a mené un long travail en faveur de la libéralisation, ne sera complète que si vous, entité économiquement viable, éthiquement responsable, mettez à la disposition du public des contenus de qualité. Pour les opérateurs des nouvelles chaînes de télévision privées commerciales, cette rencontre augure d'un bel avenir pour l'ouverture du paysage médiatique télévisuel prévu pour 2018. La chose la plus importante aujourd'hui est d'abord que l'État puisse nous donner des garanties fermes quant au déploiement de la TNT. On a longtemps attendu cette libéralisation de l'espace télévisuel. Il faut que, évidemment, on réponde favorablement donc à ces attentes-là. L'autre défi, c'est de proposer des contenus qui reflètent la vitalité, le dynamisme de la société ivoirienne, une société melting pot en définitive, mais une société ouverte aussi sur l'Afrique et sur le monde. C'est le lieu de rappeler que 4 chaînes de télévision privées commerciales ont été retenues pour l'ouverture de l'espace télévisuel en Côte d'Ivoire. Ouvert le 4 décembre dernier, la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA 2017, se poursuit ici en Côte d'Ivoire. Au nombre des participants, le professeur Souleymane Mboup, qui fait partie des premiers scientifiques ayant découvert le VIH-2, une forme de virus VIH. Delphine Gla nous fait découvrir ce scientifique sénégalais. À la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, cet homme, il est connu dans la communauté scientifique mondiale pour avoir été l'un des premiers à découvrir et décrire en 1985 le VIH-2, une forme de virus VIH touchant essentiellement la population de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, on n'avait pas toutes les techniques, donc il a fallu envoyer quelques échantillons aux États-Unis qui ont confirmé le profil qu'on avait vu. Et c'est là qu'on venait de découvrir le virus du singe. Et quand on a comparé les échantillons avec ceux du virus du singe, on s'est rendu compte que les personnes au Sénégal qu'on avait avaient une réaction qui était plus proche du virus simien, du virus du singe, que du virus humain. Et c'est ainsi qu'on a découvert un second virus qui était beaucoup plus du virus du singe que du virus humain, qu'on a appelé le VIH-2 et qui est le deuxième virus du sida. Aujourd'hui, 32 ans que le VIH-2 fait aussi des victimes. Ce virus s'avère en effet être différent du VIH-1, découvert quelques années plus tôt par le professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur. On a suivi encore cette cohorte pour connaître à l'époque ce qu'on appelait l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'évolution du virus. Et on s'est rendu compte que c'est un virus qui circulait beaucoup plus longtemps que le VIH-1. Par exemple, au Sénégal, on a des traces du virus depuis 1960, mais qui s'est avéré être un virus moins transmissible sexuellement, moins transmissible de la mère à l'enfant
qui avait un taux de progression vers la maladie qui était beaucoup plus faible que le VIH1 de manière globale. Le 1 actuellement, si vous prenez l'exemple du Sénégal et de beaucoup de pays, vous voyez que le 1 est en train de progresser alors que le 2 est en train de disparaître. Il faut rappeler que c'est en 1994, après une étude de 8 ans sur les prostituées sénégalaises porteuses du virus baptisé VIH2, que le professeur Mboup arrive à déterminer les caractéristiques de la nouvelle souche. Aujourd'hui, il dirige l'un des laboratoires de diagnostic les plus avancés en Afrique, et c'est à Dakar. Présent à la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, le professeur Mboup a félicité le gouvernement ivoirien pour l'organisation d'ICASA 2017. Il tenait aussi à montrer son engagement à lutter contre cette pandémie, même si les résultats positifs sont obtenus dans le cadre de la lutte selon l'ONU-SIDA. 6 priorités se dégagent, notamment l'obligation de protéger les jeunes filles et les femmes, le refus de la discrimination, de l'exclusion et de la stigmatisation des malades. Les femmes, mais également les enfants et les adolescents qui constituent une préoccupation dans la lutte contre le VIH-Sida. La France, deuxième contributeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, octroie 5% de sa contribution pour la prise en charge. Cette contribution va passer de 5 à 7%. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères de la France au cours des différentes rencontres thématiques d'ICASA. Madou Kwasi. Dans cette lutte contre le VIH-Sida, les plus vulnérables sont les enfants et les adolescents. C'est pourquoi le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme a mis un accent particulier sur cette catégorie de population atteinte de VIH-Sida. Plusieurs organisations bénéficiant de l'appui de cette institution ont mis en place des stratégies en vue d'améliorer la politique de prise en charge des adolescents. Le projet Emprise est un projet qui consiste à mesurer la prise en charge des enfants, particulièrement en milieu décentralisé. Auparavant, seuls 2% des enfants avaient accès à la charge virale et grâce à ce projet-là, plus de 100% des enfants suivis ont pu disposer de cette prise en charge immunologique. La France, deuxième grand contributeur du Fonds mondial, a mis en place une structure appelée Initiative 5% pour accompagner la mise en œuvre des projets de lutte contre le VIH-Sida chez les adolescents. Ce projet, qui constitue les 5% de la contribution de la France dans le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, va passer à 7% selon le ministère des Affaires étrangères de la France. Le Fonds mondial, c'est 360 millions d'euros par an, c'est la contribution de la France, parce que les progrès ne sont pas à la hauteur des enjeux et des espérances. Si on regarde les progrès qu'il y a eu sur la lutte contre la transmission mère-enfant, oui, il y a eu de véritables progrès puisqu'on arrive à stopper à 77% cette transmission. Par contre, l'accès des enfants au traitement, lui, reste complètement insuffisant. C'est 50% au niveau mondial et bien moins dans cette partie de l'Afrique. Divers projets réussis de prise en charge des enfants et des adolescents infectés par le VIH-Sida ont été présentés au cours de cette rencontre. Et qu'en est-il de la lutte contre le VIH-Sida dans l'ouest ivoirien, précisément dans la région du Tonkpi? Des actions sont menées sur place pour faire baisser le taux d'infection lié à la pandémie. Quelles sont ces actions? On en sait plus avec Eve Bouy. À Mans, dans la région du Tonkpi, la lutte est engagée. Le comité régional de lutte contre le sida est au front. Une semaine d'intenses activités. Sensibilisation tous azimuts au dépistage, des projections de films, des conférences suivies de débats dans les établissements secondaires et supérieurs et en prime, une cérémonie solennelle. Le collectif des organisations de lutte contre le VIH-Sida et le comité régional font le point de la situation. Au niveau de la région du Tonkpi, en 2016, la prévalence estimée était de 3%. Évidemment, nous constatons une baisse par rapport aux années antérieures, quoique cette prévalence soit légèrement supérieure à la moyenne nationale. Dans cette région, nous dénombrons 6686 personnes qui sont sous traitement ARV. Toujours dans cette même région, il faut noter que de janvier à septembre 2017, soit 9 mois après, nous avons dépisté 2080 personnes
dont 441 femmes enceintes et 6 enfants. Il faut redoubler d'efforts et de vigilance. Les acteurs de la lutte invitent toutes les populations qui ignorent encore les statuts à faire le dépistage, car le traitement antirétroviral existe pour tous. Les centres d'éducation spécialisés du district d'Abidjan ont célébré la journée des enfants en situation de handicap intellectuel et sensoriel autour du thème « Ensemble, valorisons les enfants en situation de handicap ». Cette journée a donc pour objectif de célébrer les enfants en situation de vulnérabilité et faire des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de travail des différents centres. La cérémonie a eu lieu hier au centre d'éducation spécialisé dans la commune de Port-Boué. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME était aujourd'hui au marché Gouro d'Agamé Saint-Michel pour s'enquérir de l'état d'approvisionnement de ce marché réputé pour être l'un des greniers du district d'Abidjan. Avec les vendeuses, il s'est entretenu sur la question de la volatilité des prix des denrées de grande consommation à la veille des fêtes de fin d'année. Notre reporter Jean-Luc Bambo était sur place. Marché Gouro à Agamé Saint-Michel. Ce matin, Germaine, vendeuse de bananes, reçoit un client inhabituel à son étal. Ceux qui quittent en brousse là, eux vendent gros. 4 régimes de bananes à 5 000. Maintenant, quand les gens viennent acheter, ils achètent régime par régime? Non, il y a d'autres qui payent par régime. Il y a d'autres qui veulent en détail. Cette visite qui se voulait inopinée au départ s'est transformée en véritable bain de foule pour le ministre en charge du commerce. Je suis content de voir le ministre de venir dans le marché Gouro pour voir ce que les femmes font. Toucher du doigt les réalités des vendeuses, s'assurer de l'approvisionnement du marché, mais surtout veiller à la stabilité des prix, tel était l'objectif du ministre Souleymane Diarra-Souba. La Côte d'Ivoire a une économie libérale, donc c'est généralement la loi de l'offre et de la demande. Mais dès lors que l'offre est abondante, je pense que les Ivoiriens n'ont pas de soucis à se faire concernant les prix qui sont pratiqués. Parce que les commerçants savent que c'est mieux de pratiquer des prix qui soient abordables pour que leurs produits puissent se couler avec une vitesse de rotation qui soit très accélérée. Les vendeuses, elles s'attendent à des retombées positives de cette visite. Aujourd'hui, le ministre vient de vive voix nous dire que le gouvernement a mis 5 milliards à la disposition des femmes pour aider les femmes du secteur informel. Vraiment, c'est une nouvelle qui nous met vraiment en joie. Des projets structurants que le ministre Diarra-Souba compte mettre en œuvre afin de renforcer la contribution du commerce à la richesse nationale et à la création d'emplois. Après les dons de véhicules et des cadenas de sécurité maximum aux régisseurs de prison, c'est au tour de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires et du parquet général près la cour d'appel d'Abidjan de recevoir des dons constitués de véhicules de type 4x4, de matériel informatique, le tout d'une valeur globale d'environ 826 millions de francs CFA. On en sait plus avec Olivier Iriebi et Franck Quadio. 3 véhicules de type 4x4 à l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, 135 ordinateurs avec accessoires et du mobilier offert au parquet général près de la cour d'appel d'Abidjan et un chèque de 50 millions de francs CFA destiné à l'Institut national de la formation judiciaire pour parachever la formation de la promotion 2015 à 2016 des gardes pénitentiaires. Ces dons estimés à 825 815 266 francs CFA sont l'œuvre du gouvernement qui veut redorer le blason de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Nous allons étendre ces dons au niveau des sections, des tribunaux qui sont aux alentours d'Abidjan. Par la suite, nous irons à la cour d'appel de Bouaké, puis de Daloa. Je veux vous dire que la justice est une préoccupation du président de la République et du gouvernement. Reconnaissant aux actions de l'État visant à améliorer leurs conditions de travail, le personnel du système judiciaire est résolu à cultiver l'excellence. Aujourd'hui encore, nous voilà réunis pour recevoir non seulement du matériel roulant, mais également une importante quantité de matériel informatique et bureautique. Monsieur le ministre, vous avez fait des efforts. Vous êtes en droit d'exiger de nous beaucoup. Avec les problèmes de dysfonctionnement survenus dans le milieu carcéral, avec la série d'évasions de 130 prisonniers, le président de la République et le Premier ministre ont décidé d'accorder des ressources financières suffisantes au ministère de la Justice pour faire face aux besoins.
À l'étranger, les réactions s'enchaînent au lendemain de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. La communauté internationale condamne. Les Palestiniens ont exprimé, comme vous le voyez, leur colère dans la rue aujourd'hui. De premières heures ont éclaté à Gaza et en Cisjordanie entre Palestiniens et soldats israéliens. La décision américaine plonge la région dans une vive tension. Le Hamas appelle à une nouvelle intifada contre cette initiative. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence demain vendredi. Et de 5 pour le Portugais Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid a sans surprise reçu le 5e ballon d'or de sa carrière. Le Portugais rejoint ainsi au palmarès son grand rival Lionel Messi qui a également remporté la prestigieuse distinction individuelle à 5 reprises. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.